Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi 29 septembre. Choc demain entre l'AS Monaco FC et l'Olympique de Marseille. Une rencontre prévue à 21h au Stade Louis II qui est très attendue. Les Rouges et Blancs vont devoir se montrer conquérants alors que certains cadres manquent à l'appel. Plus d'informations autour de cette rencontre à suivre dans un instant avec notamment la conférence de presse d'avant-match. Nous prendrons ensuite la direction du bureau de poste de la Scala. Il vient de rouvrir ses portes, l'occasion pour nous d'aller interroger le directeur de la Poste de Monaco. Franck Ferrat nous parlera notamment de la gestion du courrier en principauté. Suite de notre série consacrée à toutes ces personnes et tous ces commerces qui font Monaco. Coup de projecteur ce soir sur Capucine, une institution de la chaussure à Monaco. Et pour finir, nous vous emmènerons découvrir une exposition inédite de la galerie Other & Wirth. En effet, elle présente jusqu'au 10 février des œuvres de l'artiste américain Mark Bradford. Mais nous débutons cette édition avec le Monaco Yacht Show. Il fermera ses portes demain soir alors que cette 32e édition a entraîné une vraie effervescence en principauté. Continuons donc notre série de reportages consacrés à cet événement international. Coup de projecteur aujourd'hui sur l'Italian Sea Group, un fabricant de super yachts hors normes tourné vers une démarche écologique. Visite guidée avec Vanessa Dessy sur des images d'Alban Gingembre. Construire des yachts uniques et identifiables, l'Italian Sea Group est l'une des plus grandes entreprises de l'industrie internationale du yachting et constitue une référence en la matière. Les yachts offrent un artisanat de haute qualité, une sélection précise des matériaux et une innovation design qui respecte les traditions. L'art fait partie intégrante de la culture de la firme. Questo è un esempio, l'Art Explorer, che è lo yacht catamarano a vela più grande del mondo, ha questo primato, ed è anche un boat museum, significa che diciamo lo scopo del proprietario è di portare l'arte dove non è facile individuarla, per diversi motivi, chi non ha possibilità di viaggiare e chi magari ha paura di viaggiare lontano. Noi che siamo in Europa abbiamo la fortuna di avere Parigi, Roma e differenti altre possibilità, in questo caso lo yacht porterà l'arte nel mondo. Come? Il salone, che è molto grande, viene diciamo, preparato con dei LED wall e per dare una sensazione di esperienza immersiva. Le groupe se tourne aujourd'hui vers la protection de la planète. La lutte contre le changement climatique constitue un engagement stratégique pour la société. L'Italian Sea Group a franchi une nouvelle étape vers la décarbonisation. Se non i primi in Italia a installare un sistema diesel elettrico con generatori a giri variabili. Cioè, cosa significa questo? Che il generatore consuma quanto gli viene richiesto e non viene buttato gasolio ed emissioni inutilmente, come negli yacht diciamo fino ad oggi tradizionali. Questo yacht ha una stanza certificata per accogliere un pacco di batterie da 1,4 megawatt. Cosa significa? Che navigando io ricarico le batterie e durante la notte abbiamo zero emission e zero noise. Ce bateau Lamborghini 63 est issu d'une collaboration entre le constructeur de supercars et Technomar, marque appartenant à l'Italian Sea Group. La collaboration a donné naissance à ce modèle hors norme, yacht de 63 pieds, en référence à 1963, année de création de Lamborghini. Nous ouvrons à présent une page de football avec l'AS Monaco FC qui reçoit demain à 21h l'Olympique de Marseille. Et pour ce choc, les Rouges et Blancs vont devoir faire sans leur défenseur brésilien Caio Henrique. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche, il sera éloigné des terrains pour une durée de 6 à 8 mois. Un coup dur forcément pour le club qui va devoir donc se passer de son serial passeur. Du côté des autres blessés, Takumi Minamino est lui incertain. Le japonais a été ménagé à l'entraînement cette semaine après avoir ressenti une douleur aux adducteurs. À savoir que ce choc contre Marseille se fera également sans Alexander Golovin. Il est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.
jeunes. Pour compenser ces multiples absences, l'entraîneur autrichien Adi Hütter va devoir donc innover face aux Marseillais. Je vous propose de l'écouter en conférence de presse. Yes, we trained it in the past always in our systems flexibility with 2 strikers, with 1 striker, with 2 number 10s. I've always talked about it depends on the opponent, it depends on the injuries, it depends on the result. But in the end, we can play with 2 strikers, but we were really good with 1 striker and 2 number 10. Coup d'envoi donc de cette rencontre face à l'OM demain à 21 h et c'est l'athlète Théo Andan, médaillé d'argent en relais 4x400 mètres au championnat du monde d'athlétisme qui donnera ce coup d'envoi. Lui qui est un fidèle supporter des Rouges et Blancs en espérant qu'il nous porte chance. À présent, nous ouvrons un dossier concernant la Poste de Monaco. Notre invité dans quelques instants sera d'ailleurs son directeur à l'occasion de la réouverture du bureau de poste de La Scala. Reportage sur cette inauguration qui s'est déroulée jeudi en fin d'après-midi, signé Fabien Bonilla et Thomas Deus. La Poste de La Scala à Monte-Carlo a rouvert ses portes début septembre, après 2 mois de travaux. L'inauguration officielle s'est déroulée quelques jours plus tard, ce jeudi. Tout l'espace du bureau de poste a été totalement revisité dans le but d'une amélioration de l'espace d'accueil public, ainsi que de la partie bureau réservée aux collaborateurs de la Poste de Monaco. En moyenne, 250 clients viennent chaque jour dans ce bureau de poste du Palais de La Scala. La superficie de cette rénovation, 230 mètres carrés. Après avoir fait les années précédentes des travaux de rafraîchissement sur d'autres bureaux tels que l'Herculis, Monaco-Ville, il était important maintenant d'entreprendre des réaménagements sur le bureau principal du Palais de La Scala. Ça commençait un petit peu à dater, il n'y avait pas eu forcément de travaux d'amélioration, notamment de lumière, d'acoustique ou des conditions d'espace de travail pour les collaborateurs. Donc on a entrepris un grand chantier de rafraîchissement, de modernisation en travaillant sur justement aussi des portes automatiques pour l'entrée à l'ensemble des clients. Porte automatique pour les clients, plus de lumière, une meilleure acoustique, l'ergonomie de la zone guichet plus optimisée, ainsi que le guichet pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, la rénovation du bureau de poste met en lumière des visuels au plafond rappelant l'ancienne grande verrière. Une image rétro-éclairée du casino fait face à la banque d'accueil public. Tout cela dans un esprit belle époque. Comme je vous l'ai annoncé il y a quelques instants et pour en savoir plus sur les services de la Poste de Monaco, nous retrouvons tout de suite son directeur, Franck Feurat. Bonsoir. Bonsoir. Alors concrètement, quels sont les services proposés par la Poste à Monaco ? Alors historiquement, il y a 3 métiers, je veux dire à la Poste en général et à la Poste de Monaco en particulier. Un premier métier qui est le métier historique, l'acheminement, la distribution, courrier-colis, bien entendu. Un deuxième métier qui est le métier en fait de ce qu'on appelle le service général, donc c'est toute la ligne guichet et tout le service en fait offert, je veux dire aux clients sur notre ligne guichet. Et un troisième métier qui est un petit peu moins connu, mais qui existe aussi à la Poste de Monaco, qui est le métier bancaire, puisqu'on est une succursale en fait de la banque postale sur Monaco, et à ce titre, on est une banque de proximité. Et finalement, qu'est-ce que cela représente en termes de bureau de poste et de personnel ? Alors, en termes de représentativité et d'implantation sur la principauté, on a 7 bureaux de poste en fait sur Monaco, qui sont des bureaux de plein exercice sur lesquels vous pouvez trouver donc l'ensemble des produits et services dont je vous ai parlé. Et puis, on a aussi 2 sortes de centres de tri, véritablement. Donc là, ce qu'on appelle dans notre jargon, où se fait la concentration et la dispersion des opérations de tri et d'acheminement. Un premier qui est sur le bureau de poste de La Scala et un deuxième centre qui est sur la zone F, donc près du centre de Fontvieille. Et là aussi, combien ça représente de courriers, de colis par jour ou même par an ? Alors, en moyenne, sur la principauté, à l'entrée, on traîne à peu près 25 000 plis par jour et 2500 colis. Donc 25 000 sur la partie courrier et 2500 sur la partie colis. Après, il y a des écarts types qui sont assez importants selon les périodes de l'année. La période la plus importante étant, comme vous en doutez, la période de fin d'année où là, l'activité colis est très fortement dopée et où on peut arriver jusqu'à 6 000 colis jour. C'est vrai qu'avec Internet et les emails, on en oublie peut-être un petit peu les lettres. Je pense également à la concurrence qui est aussi forte pour vous avec Amazon par exemple et la vente par correspondance. Est-ce que ça se ressent finalement sur votre activité ?
Alors, il est vrai qu'effectivement, l'activité courrier proprement parlé et l'activité lettres est une activité historique sur laquelle on a des diminutions de volume d'année en année. J'ai presque envie de dire c'est un peu inexorable. Et après, il ne faut pas être Don Quichotte là-dessus. On a de moins en moins d'activités sur le sujet. Pour autant, on a des activités de substitution et on a surtout des relais de croissance. Et par les relais de croissance, j'entends surtout l'activité colis. L'activité colis qui, notamment depuis la période Covid, a été très fortement dopée et sur lesquels on se maintient à de très bons niveaux et qui nous permet effectivement aujourd'hui de suppléer à la baisse du courrier traditionnel. L'été ou pendant les différentes vacances, la fameuse carte postale marche-t-elle encore ? Alors la carte postale, bon, c'est presque un épiphénomène, mais pour autant, elle existe toujours, elle préexiste toujours. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a 3 événements en fait à Monaco qui viennent doper notre activité carte postale. Le premier événement, c'est un événement de début d'année, c'est le cirque. Voilà. Un deuxième événement, c'est le jumping. Et puis c'est surtout en fait la période estivale, donc juin et juillet-août en particulier, sur lesquels donc les touristes, je veux dire, profitent effectivement des belles cartes postales de la principauté. Et là, on a une activité qui est en moyenne sur l'année, mais très fortement indexée sur les périodes dont je vous ai parlé, qui avoisine à peu près entre 80 et 100 cartes postales quotidiennes. Un mot peut-être pour finir sur le futur centre de tri à Fontvieille, à côté du nouveau collège. C'est en construction. Alors comment ce centre de tri devrait être ? Alors ce centre de tri, donc, c'est un très beau projet de logistique, proprement parlé, qui est réfléchi depuis des années et qui devrait voir le jour, avec un déménagement qui est prévu sur la fin de l'exercice 2024, qui va nous donner un véritable ballon d'oxygène, nous, en termes d'organisation, puisque toutes nos activités de tri et d'acheminement qui sont aujourd'hui disséminées, notamment sur 2 sites de la Principauté, La Scala et Fontvieille, vont être regroupées à ce fameux îlot Pasteur. Donc on devrait avoir toute une logistique beaucoup plus optimisée, un travail facilité pour les collaborateurs et de facto un service rendu à nos clients, là aussi beaucoup plus optimisé. Donc on a hâte effectivement d'avoir ce centre de tri et ce déménagement fin de l'exercice 2024. Franck Fera, merci beaucoup d'avoir été avec nous et surtout de nous avoir apporté cet éclairage sur la poste de Monaco. Merci à vous. Depuis plusieurs semaines, Chrisinda Thomel part à la rencontre de ceux qui font Monaco. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir des institutions de la Principauté. Bonsoir à vous, Chrisinda. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le temple de la chaussure à Monaco. Oui, aujourd'hui, c'est sur la piétonne que je vous retrouve, devant un magasin devant lequel vous êtes tous passés déjà une fois ou rentrés dedans, car ici, tout le monde trouve chaussures à son pied. Bien sûr, je parle de Capucines. L'histoire des Capucines, c'est très très long et ça a commencé très tôt. J'ai un annuaire de Monaco de 1903 où l'enseigne existe déjà. Dans ma famille, c'est mes parents qui, enfin surtout ma mère qui a fait le boulot avant moi, elle a commencé à le faire à l'âge de 14 ans et donc elle a travaillé aux Capucines, chez les patrons à l'époque et ensuite avant et pendant et après la guerre et ensuite elle a acheté le fonds de commerce disons en 1956, pardon. J'étais là très souvent. Voilà, et après, au fur et à mesure que j'ai évolué en âge, ben, vous savez, j'ai aidé mes parents, je venais les jours de congé un peu d'école, quand je n'avais pas en classe, je venais les aider pendant les vacances, ainsi de suite. Ça fait que bon, j'ai été formé, disons, avant de vouloir commencer à travailler, à faire ce boulot-là. Voilà. Pourquoi le nom Capucine? Capucine, ça c'est un nom qui rappelle un peu un magasin de chaussures qui existe encore maintenant. En fait, ce n'est plus les magasins de chaussures, c'est les Galeries Lafayette à Paris, boulevard des Capucines. Et le magasin à Paris, sur le haut du magasin, sur le fronton du magasin, il y a écrit aux Capucines. En 72, on a repris un fonds de commerce ici, une épicerie, là où nous sommes aujourd'hui, voilà, et on l'a transformé bien sûr en magasin de chaussures ou un ami enfant junior, voilà. C'est vrai que les enfants
Ça a toujours été un peu notre point fort, mais les tout petits. Voilà, les tout petits, parce que c'est un peu le moment pour les parents qui sont un peu perdus comment chausser un enfant quand il commence à se mettre debout, quand ainsi de suite, pour pouvoir lui assurer une marche après, au fur et à mesure qu'il grandisse, une bonne marche, enfin, sans trop de problèmes. Enfin, bon, voilà. Qu'est-ce que c'est une bonne chaussure ? Alors, une bonne chaussure, c'est une chaussure peut-être qu'on va aimer, mais ensuite où il faut y être bien. Voilà, parce que si vous ne portez pas quelque chose où vous allez y être bien, à un moment donné, même si vous l'avez adorée pour l'acheter, vous n'allez plus pouvoir la mettre et vous allez la détester à un moment donné, parce qu'il ne faut pas que ça fasse mal aux pieds. Puis les pieds, c'est quand même un endroit où on reste pratiquement de la naissance toute une vie sur ses pieds. Donc il faut être bien dans les chaussures. Chez Capucine, vous l'aurez compris, tout le monde peut se chausser. Ici, on aime à dire que l'on chausse de la naissance jusqu'à 100 ans. Et puis, c'est surtout la seule boutique spécialisée pour les bébés en principauté. Merci beaucoup à vous, Christine Dache. Je suis sûre que nos téléspectateurs trouveront forcément leur bonheur, et ce, peu importe leur pointure. Depuis plusieurs années, Monaco est un lieu d'attractivité pour les artistes en tout genre. Les choix sont nombreux, les styles aussi. En avant-première, nous avons pu observer la nouvelle exposition de la galerie Other & Wirth. Jusqu'au 10 février prochain, il vous sera possible d'observer des œuvres de l'artiste américain Mark Bradford. Reportage sur place signé Justin Adèle et Alban Gingembre. Personne ne connaît les problèmes que j'ai vus. Voici l'intitulé exact de cette nouvelle exposition personnelle majeure. Centrée sur une sélection de peintures basées sur les tapisseries historiques connues sous le nom de la chasse à la licorne, Mark Bradford conserve son style autant contemporain que particulier. Cette expérience immersive attire le spectateur dans l'engagement continu de l'artiste avec les thèmes de la prédation, de la destruction et de l'espoir de renouveau pour ceux qui sont en crise. L'exposition de Mark Bradford, Nobody Knows the Trouble I've Seen, est une exposition très importante. Mark Bradford est un artiste, un des artistes les plus connus vivants aujourd'hui. Il est américain et il a représenté les États-Unis à la Biennale de Venise en 2017. Il a aussi une exposition personnelle au Whitney Museum et aussi ses œuvres font partie des collections les plus importantes et prestigieuses de tous les musées du monde. Aujourd'hui, c'est important de voir cette exposition ici à Monaco parce que pour la première fois, Mark Bradford a créé vraiment une expérience immersive. Mark, il est resté presque un mois pour travailler tous les jours avec son équipe ici dans la galerie et il a créé vraiment quelque chose d'extraordinaire. Comme vous pouvez remarquer, les murs sont noirs et avec du javel, en fait, il a travaillé pour créer cette sensation. En fait, on pense vraiment d'être dans l'enfer. La visite est assurée par Mark Bradford lui-même. Le but, échanger avec les jeunes artistes présents pour leur transmettre son savoir-faire. Un art abstrait où des couches accumulées de papier et de calfeutrage traités avec des techniques propres de ponçage, de déchirure et d'oxydation permettent de reconstruire des paysages. Il met en lumière les parallèles de deux mondes au cours d'une exposition qui sera loin de vous laisser indifférent et observable jusqu'au 10 février prochain. Et concernant les autres expositions à découvrir en principauté, vous aurez jusqu'à ce dimanche 1er octobre pour découvrir l'exposition de Georges Condo. Pour cela, direction la Villa Paloma où le NMNM retrace la continuité d'une œuvre qui va des extraterrestres au bottin mondain, de Guido Reni à Bugs Bunny. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Lionel Bernardi. Reportage. C'est un parcours ponctué de peintures réalisées spécialement par Georges Condo. Plus de 50 œuvres de l'artiste sont présentées au fil de 6 chapitres, provenant le plus souvent de collections privées. Quelques rares effigies ont accédé au stade d'humanoïde, d'autres en revanche sont sur le point de prendre vie. The inspiration for those, it's just the idea that painting from life, I did it when I was studying. And at a certain point, I decided that I had more freedom with imaginary characters and that I could incorporate more languages in painting at the same time in a single painting. So I was able to combine, modernism with old master painting and put all the various different time periods together. And one of the ideas is to kind of destroy the linearity and the chronology of art.
Georges Condo entretient des liens forts avec la principauté. Le directeur des ballets de Monte-Carlo, Jean-Christophe Maillot, à l'invitation de son Altesse royale, la princesse de Hanovre, propose une collaboration à Georges Condo en 1998. L'artiste passe ainsi plusieurs semaines avec les danseurs, un événement marquant pour la vie artistique monégasque. L'exposition Georges Condo est d'une rétrospective de ce peintre américain très connu dans les pays anglo-saxons, mais qu'il est moins en Europe. Et donc on est ravis d'accueillir Georges dans notre musée, à la Villa Paloma. C'est une exposition qui a du sens, puisque Georges Condo a travaillé en 1998 avec les ballets de Monte-Carlo. Il a fait un rideau de scène. Puis en 2000, avec Jean-Christophe Maillot, il a exécuté les décors et les costumes de son ballet Opus 40. L'exposition Humanoïde se tiendra jusqu'au 1er octobre à la Villa Paloma. Tout de suite, le point sur vos prévisions météo avec du beau temps au programme pour ce dernier week-end de septembre. Bonsoir à vous, Justin Adel. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Effectivement, vous avez raison, le soleil sera au rendez-vous demain en principauté. Un ciel dégagé vous permettra de profiter de cette dernière journée du Monaco Yacht Show. Et si l'envie vous prend d'aller vous baigner, profitez-en. La température de l'eau sera d'environ 23 degrés. Une température raisonnable mais inférieure de près de 5 degrés par rapport aux prévisions de cet été. Retour sur la terre ferme avec des températures relativement chaudes, avec une baisse significative des températures en milieu de semaine prochaine. 20 à 26 degrés sont attendus sous le ciel monégasque. Demain, le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 19h15. En ce 30 septembre, nous fêterons les Jérômes. Cette année, la journée mondiale de la mer a été célébrée le 28 septembre, l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de la préserver et plus généralement de revenir sur 50 ans d'action climatique et de protection des ressources maritimes. Cette mer nous entoure ici à Monaco, elle est notre paysage quotidien. Nos photographes l'ont d'ailleurs souvent immortalisé, les plus beaux clichés à découvrir dans une poignée de secondes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci comme toujours de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Je vous donne rendez-vous demain pour votre journal du week-end et de nombreuses actualités ici en Principauté. Très belle soirée à vous.